Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes vendredi matin, 27 septembre. Euh, bon, on a appris hier le décès de Jacques Chirac, je vais y venir. Deux petites choses, donc en ce qui concerne la campagne pour les élections municipales métropolitaines avec notre liste pour une métropole plus propre, en fin de compte nous apercevons que la colère gronde dans les quartiers lyonnais. Effectivement, depuis plusieurs mois, donc je vous en ai parlé, les habitants de la presqu'île lyonnaise sont vent et debout contre les incivilités et les nuisances sonores. Et il y a des mouvements qui se sont créés, des associations, des collectifs, mais également sur le quartier de Gerland, sur le quartier de la Guillotière, des gens qui souhaitent retrouver simplement calme, propreté, sécurité dans leur quartier. Ils ont donc lancé des pétitions. Beaucoup de problèmes. Bon, on s'aperçoit que sur Lyon, systématiquement, la presqu'île était fermée et c'est donc la Guillotière, le quartier de la Guillotière qui subissait les problèmes et les manifestations. Il y a eu ensuite la Coupe d'Afrique des Nations avec des nuits d'émeutes, des rodéos. Donc beaucoup de gens ont été choqués. Moi j'en ai souvent parlé, mais bon, on m'a reproché d'être raciste parce que je parlais des manifestations des franco-algériens. Mais bon, il faut croire quand même que avec tous les incendies de mobilier urbain, les casses de magasins, ça a laissé des traces. Et bien, il y a des autres problèmes aussi qui durent depuis très longtemps, qui s'amplifient, des incivilités, des trafics en tout genre, prostitution. Les quartiers sont de moins en moins nettoyés, il y a des marchés sauvages, il y a des pétitions contre les trafics, trafic de stupéfiants, de cigarettes de contrebande, marché sauvage. On échange, on vend. Il y a aussi, si vous voulez, une consommation importante d'alcool aux abords des écoles. Et comment dire, avec beaucoup de dépôts d'ordures, des bouteilles cassées, des seringues qui traînent. Bon, c'est un quartier populaire, certes, mais quand même, bon, il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les personnes qui s'occupent de ce collectif, des associations, nous disent on a un sentiment d'abandon total des élus. La présidente de l'association a rencontré des personnes au sein de la mairie du 7e arrondissement. Il n'y a aucune écoute et prise de conscience de ce que l'on vit. On a un sentiment de je m'en foutisme de leur part. On vit ça comme un abandon. Aujourd'hui, le projecteur est mis sur la presqu'île, car il y avait les problèmes de rodéo, etc., d'incivilité. Mais en fin de compte, les autres quartiers sont laissés à l'abandon. Donc l'objectif de toutes ces associations, c'est de rassembler le maximum de personnes via les pétitions, les réseaux sociaux, et de mettre en place des manifestations, d'interpeller les pouvoirs publics et surtout le pouvoir local, la mairie et le président de la métropole du Grand Lyon, pour qu'enfin ils se réveillent, il serait temps à quelques mois des élections. C'est bien la raison pour laquelle nous on a monté notre liste, parce qu'on s'est aperçu que pour une métropole plus propre au niveau finances, plus propre au niveau de notre cadre de vie, de la sécurité, c'est un droit. Et voilà. Bien, je fais un aparté avant d'attaquer sur Chirac. Comment dire? On a eu un grand show de Greta Thunberg, qui était l'invitée des Nations Unies ce mardi. La jeune Suédoise participait à un sommet sur l'urgence climatique et a eu le droit de s'exprimer. Dès le début de sa prise de parole, elle a laissé ouvertement éclater sa colère. « Je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves, vous avez volé mon enfance avec vos paroles creuses. » Comment osez-vous, a-t-elle continué, les larmes aux yeux, devant un parterre de dirigeants? Et puis, en plus, elle a lancé une offensive contre plusieurs pays sur le plan juridique. Elle l'a déposée avec 16 autres jeunes. Elle a déposé une plainte inédite contre 5 pays pollueurs. Écoutez bien, la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. Ouais. Alors, je rappelle quand même que la pollution des automobiles françaises, c'est 0,05% de la pollution mondiale. Il me semble avoir publié sur ma page Facebook que 70 bateaux de luxe d'une seule compagnie américaine, Carnival, polluaient autant que toutes les automobiles
française. Voilà. Mais alors, elle a déposé une plainte contre la France, mais alors, ni la Chine, ni l'Inde, ni les USA, qui sont les pays qui polluent le plus. On se fout de qui? On se fout vraiment de notre gueule. Cet enfant n'est pas responsable de ses paroles. Ce sont des paroles qui sont dictées par des écolos terroristes dont ses parents, on dirait que plutôt c'est pas la pollution qui lui gâche sa jeunesse, hein, c'est plutôt, ses proches, ses parents qui la poussent pour faire du business. D'ailleurs, on s'est aperçu, j'y reviendrai, il y a toujours une femme qui est derrière elle, une jeune femme qui est militante, payée par une fondation qui appartient à George Soros, et ça permet de... C'est elle qui, derrière, en sous-main, lui dit ce qu'il faut qu'elle dise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'ai les photos, on a les photos. Enfin bon, en fin de compte, ses parents utilisent leur fille à des fins idéologiques. Hein. On voit bien son discours un peu vide de sens, la répétition de phrases qu'on lui a assénées à longueur de journée. Et puis tous les politiques responsables se couchent devant cette gosse de peur de perdre quelques voix, mais cette gamine parle beaucoup, comme tant d'autres bablateurs qui sévissent aujourd'hui en se drapant dans la toge de l'alerteur indispensable. Mais ce dont la planète a besoin, ce n'est pas le gloussement de gens inutiles, mais bien d'actions concrètes. Allez, des milliers de glousseurs par jour hurlent à la sauvegarde de la planète, mais ne font rien concrètement pour obtenir des résultats. Greta, la Chine est aujourd'hui le premier et le plus important pollueur de la planète. Mais comme la Chine est de gauche, on n'en parle même pas. Par contre, la France fait quand même relativement beaucoup de choses, mais c'est pas assez. Enfin, excusez-moi, mais qu'attendre d'une petite fille à peine pubère, et ma foi, qui a un petit souci de santé, qui est manipulée par ses propres parents, activistes d'extrême gauche. Elle représente les jeunes, mais de quels jeunes? D'où elle sort ça, l'égalité? Enfin bon, combien de jeunes sont mobilisés d'ailleurs pour ces manifs du vendredi? À peu près autant que d'habitude. Pas beaucoup en fin de compte. Ce sont toujours les mêmes éternels activistes. Alors ça me fait sourire. Quand je vois que ce sont les jeunes qui vous jettent, les jeunes qui vous parlent d'écologie, ce sont les premiers dans les transports publics à mettre les pieds sur les banquettes, à tout dégueulasser, à jeter des papiers de chewing-gum, à coller leur chewing-gum, à jeter des canettes, à jeter des emballages de barres chocolatées, de paquets de gâteaux. Ils en laissent de partout. Allez voir dans un McDo, ils ne sont même pas capables de ranger leurs déchets. Ils s'étalent, ils laissent des tables dans des états lamentables, dégueulasses. On dirait qu'ils ont mangé à même la table. Hein. Ils se pavanent, ils se prélassent dès qu'il y a un siège, ils sont avachis. Hein. La journée avec des écouteurs, ça use de l'électricité. Hein. Donc, entre l'ordinateur, le téléphone portable, les écouteurs, les smartphones, les trottinettes électriques, etc., ce sont eux qui polluent le plus. Ce sont eux qui ne respectent pas la nature et c'est eux qui viennent nous donner des leçons. Non mais attendez, vous plaisantez? Non, ils ne sont même pas capables de respecter le code de la route. Tous les jours, j'ai des gens qui passent devant mon véhicule à sens interdit. Vous avez des trottinettes électriques à 25 km/h qui sont sur les passages piétons, qui vous passent à droite, à gauche, etc. Vous êtes tous là aux aguets, c'est encore... Mais en l'espace de 10 ans, mais c'est de la folie, quoi. Et c'est ces gens-là qui viennent vous donner des leçons de respect de la nature et de respect des autres. Bien, enfin bon, franchement, on en est où pour porter attention aux propos de cette gamine? Oh, j'ai une bonne solution. Hein. On va supprimer les ordinateurs, les smartphones, pour cause de pollution. Effectivement, ces engins produisent des nuisances énormes. Et en fin de compte, les gamins sont aussi corrompus que nous par le système. Ils osent dénoncer un système, mais en fin de compte, ils en profitent bien. Pourquoi la Chine n'est pas citée par ces jeunes? Car la Chine fabrique tous les objets de consommation, les gadgets électroniques et les fringues bon marché dont les jeunes sont si friands. Mais le plus important, mais personne n'en parle, pourquoi la démographie explosive de certains pays n'est-elle pas pointée du doigt comme une des causes des problèmes climatiques? Serait-ce interdit par le politiquement correct
de parler des conditions de quasi-esclavage dans lesquelles vivent certaines femmes dans une bonne partie du monde, mariées de force, enfants ou adolescentes, privées de tout moyen de contraception. L'asservissement des femmes est la cause de l'explosion démographique. Nous serons bientôt 8 milliards, nous étions 3 milliards en 1970. Quand aurons-nous le courage de dénoncer le régime d'apartheid imposé aux femmes dans une bonne partie du monde, qui en plus d'être inhumain est à la base de l'explosion démographique? Il est question, écoutez-moi bien, il est question de nommer dans des écoles, dans chaque école, des enfants délégués climat qui feraient la leçon à leurs parents et à leurs profs et dénonceraient les mauvais élèves. Non mais c'est les gardes rouges façon Mao? Mieux, rappelez-vous, le national-socialiste Adolf Hitler se basait sur les jeunes hitlériens, la Hitlerjugend, pour faire surveiller, voire même dénoncer les parents qui n'étaient pas dans le sens des idées du parti. On a vu des jeunes adolescents dénoncer leurs parents, car ils ne suivaient pas aveuglement les consignes du Führer. Voilà. Et donc ça, c'est un bon exemple de manipulation intellectuelle. Et puis en plus, donc cette gamine joue bien son rôle, et on a des connards de dirigeants qui n'ont pas assez de couilles pour dénoncer cette supercherie. C'est à pleurer. Comme dirait l'autre, imagine-t-on le général de Gaulle, Churchill, Roosevelt se faire gronder par un mineur qui ose dire qu'elle fait le mur scolaire? Mais aujourd'hui, plus qu'hier, les dirigeants sont à l'image de leur sujet, démobilisés, des sans-couilles. Excusez-moi. Parce que se mobiliser pour le climat, c'est bien, mais agir concrètement, c'est mieux. Le Haut Conseil pour le climat a reconnu que 50% des émissions de gaz à effet de serre de la France sont liées aux importations. Seul le patriotisme économique et la relocalisation de nos emplois industriels sont capables de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, tout en éradiquant le chômage également, n'en déplaise aux écolos mondialistes. Depuis des années, les faux écologistes gaspillent des dizaines de milliards d'euros dans des éoliennes inefficaces, c'est la Cour des comptes qui le dit, alors que la production d'électricité en France n'émet quasiment pas de CO2. Et ce, notamment grâce à l'importance dans le mix électrique de notre production nucléaire et hydraulique. Notre pays est parmi les meilleurs élèves de la planète. Utilisons plutôt cet argent pour décarboner les secteurs qui polluent vraiment et coûtent cher aux ménages français, aide aux voitures propres, car le transport est le premier secteur émetteur de CO2 en France, l'isolation des logements publics et privés, le bâtiment est le deuxième émetteur de CO2 en France. Mettons les choses au point. Emmanuel Macron ratifie le CETA qui intensifie massivement les échanges transatlantiques. Il exonère de taxes les supertankers, supprime le crédit d'impôt pour remplacer les fenêtres énergivores. Alors, tout ce qu'on fait, c'est on sacrifie les Français qui travaillent au don de l'écologie. Ils ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. On vient encore les taxer, on va leur remettre une taxe carbone sur le carburant, etc. Mais on amplifie les dépenses et la pollution en signant des accords de libre circulation. Voilà. Donc, tous les produits qui sont hors de la France, et bien justement, c'est cela qui génère du transport et donc de la pollution. Voilà, c'est tout bête, mais ben non, on préfère aller enquiquiner un smicard qui va aller bosser pour 1 000 € par mois et qui a une vieille bagnole, bien sûr. Enfin bon, voilà. Bon, Jacques Chirac. Alors là, je ne vais pas être hyper gentil, mais bon, Jacques Chirac est décédé hier, jeudi 26 septembre, à l'âge de 86 ans. Donc il laisse derrière lui, évidemment, 40 années de combat politique. Mais quelque part, l'héritage est quand même bien maigre. Cette carrière s'est surtout construite sur une seule ambition de gagner le pouvoir, puis de le conserver, au prix de guerres de tranchées incessantes, d'alliances, de contre-alliances, de trahisons, de scandales. Tout et son contraire. Tout ça pour, malheureusement, rien faire, ou si peu. L'héritage est bien maigre, et quelque part, c'est pas un parcours très très exemplaire, mais bon, c'est à l'image des politiques, on va dire, c'est un arriviste, quoi. Alors, j'aime bien, parce que la mort transforme des gens très arrivistes, on va pas dire pourris, mais on les transforme dès qu'ils sont morts en saints.
Mais il faut reconnaître chez Chirac toutes les qualités que n'a pas Macron. Il aimait sincèrement, profondément les Français, les gens simples, comme les paysans de Corrèze, avec qui il parlait et riait à l'aise derrière un bar. Aussi bien qu'il parlait avec la reine d'Angleterre. Évidemment, rien de tout cela chez Macron, méprisant, qui ne connaît de la France que le boulevard Saint-Germain et les belles villas du Touquet. Il ignorait, Macron ignore notre passé, occulte nos racines. Il est sans âme. Il est doué pour la manipulation. Chirac, bon, c'est une partie de ma jeunesse, nous éblouissait quand même par son énergie, son optimisme. Chirac le dragueur, ça, on pourra raconter. Chirac le fumeur, Chirac le buveur de bière, Chirac l'ogre capable d'avaler un poulet entier. Chirac, doté d'une immense culture, faisant croire qu'il nous disait des romans de gare alors que il avait une grande culture et c'est lui qui a insisté pour faire construire le musée du Quai Branly. Et Chirac, c'était certainement le seul homme politique qui pouvait visiter pendant des heures et des heures le salon de l'agriculture, sous les vivats des agriculteurs. Et Chirac, quand même, aimait rire de lui-même et ne se prenait pas trop au sérieux, hein, contrairement à Macron. Mais, donc, un homme est mort, et comme tout homme mort, il a droit au respect. Mais je n'en fais pas un saint. Comme beaucoup d'hommes politiques, c'était un requin tueur qui ne mérite peut-être pas tous ces hommages. Mais pourquoi vous me dites, vous n'avez pas de mémoire? Alzheimer, c'était lui, pas vous, j'espère. Trahison de Chaban pour rejoindre Giscard. Trahison de Giscard pour reprendre son indépendance, il laisse son poste de Premier ministre. Puis trahison de la droite en faisant voter Mitterrand pour faire battre Giscard dans l'espoir que le régime socialiste s'écroule et qu'après son parti puisse le mettre à la tête de l'État. Grosse bourde de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997 qui met Jospin comme Premier ministre. Rappelez-vous que c'était le maire de Paris qui dépensait 5000 francs par jour en frais de bouche, et puis certaines affaires. Il a été condamné à 2 ans avec sursis, etc., etc. Puis, en fin de compte, rappelez-vous, l'affaire Boulin, c'est Boulin qui gênait Chirac dans son ascension au pouvoir. C'est Boulin qui a été plus ou moins suicidé, qui était le commanditaire. Et Philippe Séguin, qui a été trop populaire, on lui a saboté sa campagne pour la mairie de Paris. Et après, bon, il était complètement flingué. Et puis on l'a mis à la Cour des comptes. Et puis le sympathique Séguin s'est éteint dans cette même Cour des comptes où il s'ennuyait. Et puis, rappelez-vous, la menace. Nous, à Lyon, on avait Noir. À Grenoble, il y avait Carignon, les cadras qui menaçaient Chirac, ceux qui avaient les dents longues. Eh bien, ils ont eu plein d'affaires, hein, puis ils se sont retrouvés en tôle. Hein, il y a plein de trucs qui sont ressortis, et hop. Et puis Juppé s'est retrouvé au Canada. Il a trinqué à la place de Chirac. Hein, il s'est dévoué. Donc voilà, encore un aspect. Et Jacques Chirac, si vous voulez, un peu la fripouille, hein, c'est amical, s'en sortait toujours. Hein, il passait toujours à travers. Et puis, vous voyez, là où il a joué contre la France quelque part, l'histoire du cordon sanitaire avec le Front National, qui a pénalisé toute la droite, qui a fait monter la gauche. Et comme disait un de mes collègues, il nous a tous baisés en bon corrézien. Au fait, Hollande, il est doux, il est aussi de Corrèze. Je rappellerai quelques mots de sa conseillère, Marie-France Garot, qui était une femme de droite énergique, qui a été désabusée. Elle nous disait « Je croyais que Chirac était de marbre dont on fait les statues. En réalité, il était de la faïence dont on fait le bidet. » À force de vouloir être aimé par les gens, on arrive à ne plus rien faire. Et alors, je vais venir sur certaines choses, sur le thème de l'immigration, mais vous allez comprendre comment quand je dis le bruit et les odeurs. Le thème de l'immigration n'est pas un sujet sensible pour la droite parlementaire jusqu'aux dans les années 80. Mais le chômage croissant des années 70 qui stoppe l'immigration de travail, le gouvernement de Jacques Chirac a instauré malheureusement le regroupement familial en 1976 qui permet aux émigrés déjà présents sur le territoire de faire venir leur famille, et ceci dans le cadre de diverses politiques de relance. Mais
la société française commence à se préoccuper de la modification de la structure ethnique de la population. Ce qui explique à l'époque la percée du Front National qui fait de la lutte contre l'immigration l'un de ses leitmotifs. À partir des années 80, le Front National remporte des succès électoraux et le parti obtient 11% aux élections européennes de 84, fait son entrée à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de 86 et Jean-Marie Le Pen fera 14% au premier tour de l'élection présidentielle de 88. Donc, quelque part, Jacques Chirac commence à sentir le vent venir et commence à modifier ses positions sur la politique migratoire. Et en 85, il dit à François-Olivier Gisbert, il parle du FN. Pour le moment, tout ça n'est pas bien grave. Il y a un type, Le Pen, que je ne connais pas et qui n'est probablement pas aussi méchant qu'on le dit. Il répète certaines choses que nous pensons un peu plus fort et mieux que nous. Il répète certaines choses que nous pensons. Il les répète un peu plus fort et mieux que nous en termes plus populaires. Et lors d'un discours à Marseille en 88, il indique « Si je ne peux admettre la multiplication des réactions racistes et xénophobes, je peux le comprendre. » Et au discours d'Orléans, Jacques exprime son adhésion. Et là, il va changer d'avis. Il exprime en 87 qu'il affirme que la France est pluraliste et multiraciale. Mais ensuite, au cours d'un dîner débat du RPR, en juin 91, écoutez voir. Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'étaient pas les mêmes. Et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais, des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé, il y a 3 ou 4 jours, qui travaille avec sa femme et qui gagne ensemble 15 000 francs et qui voit sur le palier, à côté de son HLM, entassé une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses, une vingtaine de gosses et qui gagnent 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez cela, le bruit et les odeurs, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou et il faut le comprendre. Si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens. Chirac, qui a signé le regroupement familial, il nous dit « Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral pour savoir s'il est naturel, que les étrangers puissent bénéficier au même titre que les Français d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne payent pas d'impôts. Il faut que ceux qui nous gouvernent prennent conscience qu'il y a un problème de l'immigration et que si l'on ne le traite pas, et les socialistes étant ce qu'ils sont, ils ne le traiteront que sous la pression de l'opinion publique. Les choses empireront au profit de ceux qui sont les plus extrémistes. » Voilà. Et cela n'empêche pas de dire que Jacques Chirac a été élu président de la République en 1995. Il a été réélu en 2002 avec les voix de la gauche contre Jean-Marie Le Pen au motif que Chirac aurait incarné les valeurs républicaines. Donc, c'est simplement pour vous dire, les années passent, les appréciations changent, et maintenant on tresse des louanges à Jacques Chirac, et si on ressort ce discours-là, si quelqu'un vient le dire maintenant à la télévision, on va le traiter de tous les noms, donc comme quoi que les appréciations... D'ailleurs, le lendemain, Jacques Chirac pose la question de savoir pourquoi Jean-Marie Le Pen devrait avoir le monopole de souligner les vrais problèmes d'immigration et affirme que les choses vont empirer. Voilà. Donc, le lendemain, en fin de compte, il revendique d'avoir renoncé à la langue de bois et d'avoir exprimé tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Voilà. Donc, ça a eu une grosse résonance à l'époque. Jean-Marie Le Pen était content, il a dit « Je suis surpris qu'on emprunte mon discours tout en continuant à me diaboliser. Les Français préféreront toujours l'original à la copie. » Édith Cresson, alors, vous savez, celle qui a toujours son chauffeur, qui est resté ministre une année, a été choquée, mais pas surprise. Gérard Longuet nous disait « Jacques Chirac a parlé cru, mais parlé vrai. »
Il s'est fait le porte-parole de tous ceux qui trouvent que les merguez, c'est bien, mais pas tous les jours. Simone Veil était déçue, et voilà. À l'époque, le MRAP, le mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, a porté plainte contre Jacques Chirac pour incitation à la haine raciale, mais est débouté le 26 février 1992 par le tribunal de grande instance de Paris. Jacques Chirac était défendu par Patrick Devedjian. Donc, même s'il a été entamé au milieu des années 80, en particulier avec la loi Pasqua, on voit qu'il y a un tournant. La droite parlementaire tente d'utiliser le thème politique de l'immigration, jusque-là la chasse gardée du Front National. L'immigration devient un enjeu électoral. Le laxisme du pouvoir devant les affrontements de banlieue conforte les positions du Front National. Et voilà. Et les électeurs gagnés par Jean-Marie Le Pen feront défaut à l'opposition parlementaire aux élections qui suivront. Voilà. Alors, on nous a dit que c'était un dérapage au cours de ce discours informel, mais en fin de compte, c'était peut-être un positionnement politique calculé, exprimé de manière populaire, afin de regagner du terrain par rapport aux thèses du Front National, voire à rallier certains électeurs ou de certains militants. D'ailleurs, ce discours, le bruit, l'odeur, ça sera une levée de tabou en ce qui concerne le traitement politique de la situation migratoire en France, et on pourra même dire que certains parlent de l'intégration des thèses du FN dans la vie politique française. Voilà. Alors on pourra dire même, certains journaux de gauche diront que Chirac a combattu Le Pen, mais il mit des années à faire oublier le facho Chirac qui stigmatisait le bruit et l'odeur des étrangers. D'ailleurs, on continue d'utiliser ce terme, d'ailleurs, 15 ans après, 20 ans après, l'expression continue d'être employée par la presse de gauche dans le but de dénoncer des politiques immigratoires fermes lorsqu'elle les juge motivées par le racisme et la xénophobie. Alors, donc j'ai été un petit peu méchant avec Jacques Chirac, parce que bon, c'est un politique, mais il a eu quand même plusieurs intuitions prophétiques, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu de la fracture sociale, qu'il y avait une distance croissante entre le peuple et ceux qui ont vocation à le représenter. Il nous disait en 1995 qu'il fallait réduire cette fracture sociale, et puis en fin de compte, l'adhésion de la France à l'euro, dans la continuité de la présidence Mitterrand, chômage, précarité, et en fin de compte, il n'a rien fait. Puis la cohabitation avec Jospin, enfin bon, ça n'a jamais cessé de s'aggraver en fin de compte, et quand on voit ce qui se passe maintenant, enfin bon. Il a manqué l'occasion de donner une autre envergure à son premier mandat. Et il s'est aperçu du danger communautariste également, face à la crise du foulard islamique qui hantait les établissements scolaires dans les années 90. Après des années d'impuissance, d'indécision, il a signé une loi concernant le port du foulard à l'école. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi à infléchir le cours d'une fragmentation de la société française dans laquelle certains voient apparaître de grosses tensions. Et par contre aussi, un choix important aussi de Jacques Chirac, il est l'auteur de la dernière grande décision politique dans la tradition gaullienne, en s'opposant frontalement à l'invasion politique de l'Irak par les États-Unis de M. Bush au printemps 2003. Le chef donc de l'État français, Jacques Chirac, mettait en garde le président américain contre le danger d'une déstabilisation en cascade du Moyen-Orient. Et effectivement, effondrement d'État irakien, généralisation d'un chaos sanglant, anéantissement de la minorité chrétienne, enchaînement de guerres civiles exterminatrices, émergence de l'État islamique, Daesh, flambée de terrorisme, dont la France fut en Europe la principale victime, afflux de réfugiés. Voilà, on peut lui reconnaître ça aussi. Il a eu l'idée aussi de nous dire « notre maison brûle et nous regardons ailleurs » en parlant de l'écologie. Voilà, je lui reconnais ses faits d'armes. Aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'il a reconnu quand même la responsabilité de l'État français de Vichy dans les crimes nazis, donc ça c'était aussi important. Et puis maintenant, nous avons droit à l'hommage national. Tous les faux culs de la politique sont présents pour dresser les louanges de Jacques Chirac. Ils seront tous là pour son enterrement. À l'Élysée, on se prépare pour l'événement. Le discours de M. Macron, la robe que Brigitte va mettre.
Et puis pendant ce temps-là, on ne parle pas des problèmes, de tout ce qui se passe en France, du pourrissement de notre civilisation. Et voilà, donc toute la presse va se déchaîner, ça fait vendre du papier et de multiples articles sur Jacques Chirac. Et à son âme, c'est vrai qu'il avait peut-être la possibilité de faire d'autres politiques. Il était tellement dans une certaine convivialité de père de la nation qu'il y a certaines décisions qu'il n'a pas prises. Et peut-être que notre vie d'aujourd'hui serait légèrement différente si certaines décisions fermes avaient été prises. Mais chaque fois qu'il voyait qu'il y avait une opposition des citoyens, du coup il revenait en arrière et il abrogeait certaines lois où voilà, il y avait certaines propositions qui étaient annulées. Voilà. J'espère vous avoir un petit peu, comment dire, réveillé la mémoire dans certaines de notre historique, hein, des choses qu'on a vécues tous ensemble. Voilà. Bon, après, bah, vous savez, hein, les gens qui arrivent tout en haut, c'est au prix de beaucoup de ruses et de manigances. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous remercie en tous les cas pour tous les encouragements, pour le début des adhésions pour la liste lyonnaise. Et puis, merci de me suivre, merci de partager, merci de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et voilà, d'accord. Allez, merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.